Bonjour, côté Burkina Faso, on nous annonce qu'il y aurait marche le 30 avril, donc demain. Mais la presse internationale, pourquoi est-ce qu'elle est fâchée? Pourquoi est-ce qu'elle compte les histoires de Burkina Faso avec un ton étrange? Pour ceux qui n'ont pas compris le récit de l'Occident, suite aux soupçons ou alors à l'attaque manquée du 24 avril dernier, je vous prie de suivre un peu ce qui se dit à l'Occident et on se retrouve derrière pour l'analyse. La tentative de coup d'État d'avril 2025. Crise de légitimité et fragilité du pouvoir de la junte. La tentative de coup d'État du 16 avril 2025 vient confirmer la profonde fragilité du régime militaire dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Officiellement, les autorités burkinabè affirment avoir déjoué un complot majeur, impliquant des officiers militaires actifs et à la retraite, ainsi que des terroristes. Ce mélange des genres, entre putschistes internes et acteurs terroristes, souligne une confusion inquiétante entre insécurité militaire et instabilité politique. Le fait que des officiers convoqués au siège de l'état-major le 22 avril aient choisi de ne pas se présenter révèle une méfiance croissante dans les rangs de l'armée. Cette absence, sans justification publique, est interprétée comme un signe de désobéissance passive, voire de défiance silencieuse vis-à-vis du commandement actuel. L'armée, qui constitue pourtant le pilier du régime, semble divisée. Cette division est d'autant plus préoccupante qu'elle intervient dans un contexte de concentration autoritaire du pouvoir, où la légitimité électorale est absente, et la seule légitimation repose sur la promesse d'une restauration de la sécurité nationale. Promesse loin d'être tenue. Le Mogonahaba comme baromètre politique. L'afflux massif de militaires et de civils vers le palais du Mogonahaba, autorité coutumière des Mossi, montre que les Burkinabè continuent de chercher des médiations traditionnelles face à la crise institutionnelle. Dans l'histoire politique du pays, le Mogonahaba a souvent joué un rôle stabilisateur discret, capable d'influencer la classe politique et même les militaires. Sa mise en avant dans ce contexte peut être vue comme une tentative de retour à une certaine légitimité morale. Le fait que des familles de disparus s'y rendent également suggère un déficit de confiance dans les canaux officiels de justice ou d'information. Cela montre aussi que les conséquences du coup d'État raté ne se limitent pas aux élites militaires. Elles touchent aussi des civils, vraisemblablement pris dans les opérations de répression ou d'enquête. Un régime sous surveillance et sous tension. La tenue d'un conseil des ministres sous haute sécurité avec chiens renifleurs et hélicoptères en patrouille montre un climat paranoïaque. Le pouvoir craint des infiltrations, des attaques surprises, voire de nouveaux complots. Des camps militaires tels que celui du général Babassi sont mis sous surveillance renforcée. Cela peut être interprété comme une tentative de verrouillage de certaines garnisons jugées instables ou suspectes. Le contrôle militaire accru de la capitale n'est pas un signe de force, mais d'insécurité. Le régime montre qu'il n'a pas encore totalement confiance dans son propre appareil de défense. Cette méfiance généralisée est une faiblesse stratégique majeure, dans un contexte où les groupes armés djihadistes peuvent tirer profit de toute division interne. Récit d'un complot et stratégie d'ennemis extérieurs. L'annonce d'un complot terroristo-militaire vise à rejeter l'origine de la crise sur des éléments étrangers à la junte elle-même. Accuser l'ennemi intérieur, les putschistes, de collusion avec les groupes terroristes permet au pouvoir de criminaliser toute opposition, même interne, et de justifier des purges. Par ailleurs, l'appel à des manifestations massives le 30 avril contre l'ingérence occidentale montre que le régime cherche à mobiliser la population par une rhétorique anti-impérialiste. L'accusation contre le général américain Michael Langley, selon laquelle le Burkina Faso détournerait ses réserves d'or pour assurer sa sécurité, est retournée contre les États-Unis. Traoré y voit une occasion d'exacerber le sentiment souverainiste et de créer une dynamique de mobilisation populaire à défaut de légitimité électorale. Cette stratégie repose sur un récit selon lequel l'Occident, frustré d'avoir été chassé du Sahel, chercherait à orchestrer des déstabilisations indirectes à travers des agents infiltrés ou des complicités locales. Alliance des États du Sahel, force fragile, sécurité illusoire.
Depuis la constitution de l'Alliance des États du Sahel-Est entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, les juntes affichent une volonté de se soustraire à toute tutelle occidentale et de construire une coopération régionale autonome. En théorie, cette alliance devait mutualiser les efforts militaires face à la menace djihadiste. En pratique, les attaques ont augmenté et les populations sont davantage victimes des violences croisées entre groupes armés et armées régulières. Le recours aux mercenaires russes n'a pas permis d'enrayer la spirale sécuritaire. Au contraire, les exactions commises par ces groupes, notamment dans les zones rurales, contribuent à radicaliser certains segments de la population. Le retrait des forces françaises n'a pas été compensé par une amélioration de l'efficacité opérationnelle des forces locales. L'AES devient ainsi une alliance politique davantage tournée vers la protection des régimes que vers la sécurité des populations. La tentative de coup au Burkina montre que cette alliance ne peut empêcher la contestation interne ni prévenir les failles dans les chaînes de commandement militaires. Conséquences régionales et géopolitiques. La situation au Burkina Faso est observée avec attention dans toute la sous-région. Les régimes militaires du Niger et du Mali savent qu'un effondrement de Traoré fragiliserait l'ensemble du bloc AES. D'un autre côté, les acteurs démocratiques et les sociétés civiles y voient une opportunité de mettre en lumière l'échec du modèle autoritaire sécuritaire promu par ces juntes. À l'international, cette crise accroît la polarisation entre deux visions du Sahel. Une vision souverainiste et militariste soutenue, de plus en plus, par la Russie et ses réseaux, et une approche plus diplomatique, multilatérale, souvent accusée par les juntes d'ingérence néocoloniale. Le coup d'État avorté pourrait aussi provoquer un regain de tension dans les rapports avec la CEDEAO et l'Union africaine, surtout si la répression s'intensifie et que de nouveaux exils de figures militaires ou politiques apparaissent. Conclusion vers un autoritarisme défensif. La réponse du régime de Traoré à la tentative de coup d'État semble s'inscrire dans une logique d'autoritarisme défensif. Sécuriser les institutions, neutraliser les contestataires internes, mobiliser l'opinion contre l'Occident, tout en consolidant un récit nationaliste. Toutefois, l'efficacité de cette stratégie reste incertaine. L'armée est divisée, la population est fatiguée et la menace djihadiste reste intacte. À court terme, le régime peut survivre. À moyen terme, sa survie dépendra moins de sa capacité à réprimer que de sa capacité à réconcilier l'armée avec elle-même, les civils avec l'État et la sécurité avec la souveraineté. Alors, pour être clair, il faut comprendre que l'Occident est le premier à se plaindre que Ibrahim Traoré est en train d'utiliser l'argent de l'or burkinabé pour sa propre richesse. C'est d'ailleurs l'ambassadeur des États-Unis qui l'a dit. Et la question qu'on se pose, c'est les biens africains. Si Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir et est en train de tenir un discours souverainiste et que c'est ça que les Africains ont besoin, on va dire plutôt que c'est bon marché. Pourquoi est-ce que ça doit les offusquer? C'est ça la question que nous nous posons, on ne comprend pas. Comme quand quelqu'un pourrait le dire, pour eux dedans, c'est quoi? Eh bien, tenez-vous, le monde n'est pas ce qu'on pense, ce qu'on lit. C'est les jeux d'intérêt. C'est comme une belle femme dirait que c'est sa vie, elle fait de ça ce qu'elle veut et on va la dire non, madame. Ta vie appartient à la race humaine et on a le devoir de protéger ta vie. En commentaire, dites-nous, que pensez-vous de ces regards occidentaux sur la gestion? Ils font tout pour montrer que Ibrahim Traoré conduit très mal le Faso et qu'il n'arrivera pas loin. Ils se concentrent à montrer les failles à mettre du zoom sur les développements que Ibrahim Traoré réussit à faire. Je pense que vous comprenez déjà pourquoi Traoré lui-même essaie de tamiser autant qu'il peut les médias qui peuvent informer les Burkinabés. La révolution du Faso est une révolution africaine. C'est pourquoi ça fait peur. Il faut donc comprendre pourquoi nous autres soutenons l'AES et pensons que c'est le chemin de liberté. Malheureusement, il n'y a pas de liberté sans prix. C'est le peuple du Faso de l'AES en général qui en pâtit. Mais il y a en Afrique des peuples peureux qui souffrent même plus que la guerre, que l'on bandit qui vous fait souffrir. Tenez bon, la patrie ou la mort, nous vaincrons.